Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Ennio, documentaire sur le compositeur de génie Ennio Morricone, qui est derrière certaines des plus belles musiques de films et bien plus encore. Le film contient nombre d'entretiens et d'extraits des plus grands films sur lesquels il a travaillé, ce qui donne au long métrage un effet Madeleine de Proust qui ne peut que nous ravir. Un enchantement qui dure 2h35, ce qui tombe bien car il existe une version de 6h. Personnellement, j'aimerais beaucoup la voir car une fois que l'on est dedans, on y est si bien qu'on ne veut pas en sortir. 8 sur 10. After Young, adaptation de la nouvelle Saying Goodbye to Young d'Alexander Weinstein. Ce film produit par A24 s'inscrit dans la tendance du moment de faire donc, des films d'anticipation façon Black Mirror sans le côté sombre de la série. Une fois encore, ça marche parfaitement, l'idée d'utiliser des robots humanoïdes comme frères ou sœurs de substitution afin d'aider un enfant adopté dans son éducation et se rapprocher de ses origines n'est pas bête. Forcément se pose la sempiternelle question du libre arbitre, de l'âme, etc. Mais ça fonctionne vraiment grâce à une direction artistique aux petits oignons, un casting qui tient la route et une réalisation simple mais très classieuse. Un bon film pour ceux qui aiment ce genre de choses, 7 sur 10. I Love Greece. Un film qui porte bien son nom, on sent que la réalisatrice voulait faire un portrait de la Grèce actuelle via donc, le voyage de ce couple en crise. Si l'idée n'est pas bête, on s'ennuie rapidement. Faut dire qu'il ne se passe pas grand chose de réellement intéressant et pertinent. Ça semble vouloir être une comédie, mais ce n'est jamais drôle. Par moments, ça aimerait être une romance, mais justement, à aucun moment, on ne se sent impliqué émotionnellement dans l'histoire de ce couple. Puis l'aspect Grèce d'aujourd'hui n'est vu qu'à travers les yeux de cette jeune femme expatriée qui n'a en tête que la Grèce de son enfance et qui ne voit rien aux problématiques de la Grèce d'aujourd'hui et de ce que les Grecs, eux, vivent maintenant. Donc c'est raté, puis ce n'est pas le casting qui risque de sauver le film de ce naufrage, quand il n'apporte aucune profondeur à leur personnage. C'est dommage. Car l'idée était loin d'être bête, c'est plutôt bien réalisé, les images sont belles, le cadre est magnifique, mais tout est traité en surface et le film manque cruellement de profondeur. 3 sur 10. L'Esprit Sacré. Un film qui pêche selon moi par le traitement de son sujet, car à côté de ça la direction artistique est très bonne, avec l'utilisation du 16 mm, une réalisation très propre et inspirée, une belle photographie, une bonne direction d'acteurs, alors que la plupart sont des non-professionnels, donc c'est impressionnant. Mais si le sujet du film mêlant enquête et ufologie n'était pas bête sur le papier, le fait de ne pas prendre position et de juste montrer ce groupe tel qu'il est n'arrive pas à passionner le spectateur, ni à vraiment les rendre touchants. Du coup, lorsque le twist final arrive, on a du mal à ressentir quoi que ce soit, hormis un dégoût, et on reste sur cette note là à la fin du visionnage. Du coup, je n'ai point réussi à passer un bon moment devant ce film, mais peut-être que vous y trouverez votre compte, donc 4 sur 10. Peter von Kant, libre adaptation des larmes amères de Petra von Kant de Rainer Werner Fassbinder, qu'il avait lui-même adapté sur grand écran, un film que j'ai vu d'ailleurs au FEMA. L'idée de transposition qu'effectue le réalisateur ici n'est pas bête, surtout si cela lui permet de traiter des thématiques plus proches de lui. Or, en dehors du genre des personnages qui est quelque peu changé pour mieux lui correspondre, ainsi que leur travail, le reste est identique, mais tout va à un rythme effréné qui ne laisse pas de place à l'évolution des personnages et à leur caractérisation, ce qui est probablement le plus gros problème du film, en dehors d'une photo assez ratée lors des scènes de nuit et d'extérieur. Car oui, la mise en scène ici est très loin aussi de la prouesse cinématographique de Fassbinder et nous propose quelque chose de dissonant. Il n'y a qu'à voir le casting où Denis Ménochet en contre-emploi n'arrive pas du tout à faire illusion.
avec Isabelle Adjani botoxée comme jamais, et à l'hommage mal placé avec Anna Schygulla, qui aujourd'hui a vraiment du mal à jouer, surtout en français. Je vous invite plutôt à revoir la version de Fassbender que cette adaptation ratée. 3 sur 10. Le monstre des mers. Chris Williams, le réalisateur des très bons Big Hero 6 et Moana, revient avec un film d'aventure qui emprunte beaucoup à l'univers de Pirates des Caraïbes, Dragons et Avatar, afin de créer donc son propre univers. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le début d'une nouvelle saga. L'animation se tient même s'il y a vraiment des moments où c'est très simple et d'autres où on a un effet waouh. L'histoire, au vu de ses inspirations, fait déjà vu, mais tient la route. D'ailleurs, elle n'est pas sans rappeler un certain Moby Dick également. Un bon divertissement pour toute la famille, devant lequel vous passerez un bon moment. 7 sur 10. Incantation. Found footage taïwanais, avec ici encore l'idée d'une déesse maléfique, c'est à la mode en ce moment. Je ne suis pas particulièrement épris de ce genre-là, car tout repose sur des effets de surprise pour instiguer la peur, et je trouve cela facile et sans recherche. De même, la réalisation de ce genre de film ne me plaît pas, car trop de shaky cam, et souvent il triche pour avoir des contre-champs. Après, je ne dis pas que c'est efficace, même si la narration est souvent bordélique, mais c'est pas fait pour moi, donc je n'arrive pas à avoir un avis neutre sur le sujet. Je n'aime pas ça. 3 sur 10. La nuit du 12. Le nouveau film de Dominique Moll est l'adaptation d'une trentaine de pages du livre de Pauline Guéna, 18-3, une année à la PJ. Le film nous montre la réalité des conditions dans lesquelles les enquêteurs doivent travailler, à quel point le patriarcat fait encore et toujours des ravages, l'homme étant le mal du film. Côté casting, ça marche bien, avec entre autres Bastien Bouillon et Bully Lanners, et les acteurs secondaires qui sont également globalement tous connus. Les décors grenoblois apportent un vrai plus, donnant au cadre une âme, avec ses montagnes. Puis couplé au travail de la photographie, ça donne un vrai cachet visuel au film. Après, le fait que l'on ne sache pas qui est le tueur et que l'on n'ait même pas une piste sérieuse est assez frustrant. Que l'enquête également ne soit pas aussi passionnante que dans un Zodiac par exemple, c'est dommage. On s'ennuie un petit peu, faut bien le dire, donc 6 sur 10. Les nuits de Mashhad. Après Border, qui était une des bonnes surprises de 2018, Ali Abbasi revient cette fois au pays de ses origines en s'inspirant d'une histoire vraie s'étant déroulée il y a une vingtaine d'années. Le film est terrible, que ce soit par rapport à l'indifférence générale que suscite le décès des prostituées, au soutien que le tueur en série va recevoir d'une grande partie de la population, au fonctionnement de la justice en Iran, ou bien encore comment sont traitées les femmes de manière générale dans le film. D'ailleurs, le prix d'interprétation féminine de Zahra Amir Ebrahimi est amplement mérité. Un thriller rondement mené, dont l'aspect politique du film est une des grandes forces. La réalisation est classique dans le genre, mais fait bien le taf. À ne pas rater, 7 sur 10. Rifkin Festival. Le 50e long métrage de Woody Allen est là. Il s'agit à nouveau d'une comédie au casting savoureux. Cette fois-ci, l'histoire se déroulera en plein cœur du festival du film de San Sebastian, ce qui permet au réalisateur de donner son point de vue sur l'industrie cinématographique au passage, mais c'est aussi l'occasion pour lui de se replonger dans les films qu'il aime en les revisitant à travers les cauchemars du personnage principal, ce qui est souvent assez drôle. Techniquement rien à dire, mais il faut bien avouer que niveau histoire, c'est très simple et convenu dans le cinéma du réalisateur. Même si on passe plutôt un bon moment, faut pas déconner. 6 sur 10. Jésus Lopez. Un film qui fait suite aux deux deuils que le réalisateur a traversés peu avant l'écriture de ce film. Et si on sent un certain attachement à ces personnages et à cette histoire de la part de son réalisateur, je dois vous prévenir, la bande-annonce gâche entièrement le film. Ça a du moins été mon cas, car celle-ci résume la quasi-intégralité du long métrage. Dommage, car le film a des qualités, que ce soit sur la réalisation qui aborde d'abord un style
très naturaliste pour peu à peu y mettre un peu de fantastique, la photographie qui est plutôt de qualité et son scénario, même si simple, assez parlant. Mais l'ennui a prédominé ma séance à cause du visionnage de cette bande-annonce en amont, une énorme déception, 3 sur 10. To Kill the Beast. Le premier long métrage de Agustina San Martin bénéficie d'une réalisation, d'une photographie et d'une direction artistique de qualité, mais là encore c'est le scénario qui pêche, car il est loin de tenir ses promesses. Ce dernier nous vend une créature qui, selon les habitants du village, kidnappe et ou tue les jeunes filles du village. Or, jamais de pistes ou de réponses claires ne viendront répondre à nos questions sur le sujet. De même au sujet du jeune homme, que le personnage principal féminin recherche. Nous n'aurons aucune réponse sur le comment et ou pourquoi ce dernier a disparu. C'est très frustrant, mais surtout, ça enlève toute substance au film. Où est le fond? Le film paraît alors bien vide de sens. Dommage, car le film a bien d'autres qualités, comme je l'ai déjà dit, mais c'est loin d'être suffisant à mes yeux. 3 sur 10. Persuasion. Adaptation du roman de Jane Austen, l'histoire est simple mais efficace. Grâce à l'époque où se situe l'action, la direction artistique est plutôt bonne, décors, costumes, photographie, etc. Mais au niveau de la réalisation et du jeu des comédiens, ce n'est pas la folie non plus. Donc bon, ça se regarde, mais c'est loin d'être inoubliable. Ça peut passer le temps un dimanche après-midi, donc 5 sur 10. Donc Make Me Go. Une tragédie sur fond de road movie père-fille. C'est assez classique sur la forme, mais il y a un léger twist plutôt bien vu. La réalisation est simple mais fonctionne. La photo est plutôt de qualité, les acteurs font le taf sans être extraordinaires. Le scénario tient la route, mais c'est surtout la relation père-fille qui est bien travaillée et qui rend le film émouvant. En plus, le long métrage bénéficie d'une bonne BO, aux nombreuses chansons bien connues. On passe forcément un bon moment, même si les plus sensibles risquent bien de verser leurs larmes. 7 sur 10. Le film de la semaine, forcément il s'agit de Ennio. Voilà, je vous en avais déjà longuement parlé lors de mes vlogs sur le Femar. Et effectivement, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Alors, lors du Femar, je m'étais un peu extasié dessus, alors que effectivement, après y être revenu, on se rend compte qu'effectivement, au niveau réalisation, il n'y a rien d'extraordinaire, même au niveau narratif, mais au moins, il y a vraiment un côté où on a envie d'y être encore et encore, qui fait qu'on a envie d'y revenir, d'y rester, et ça, c'est vraiment un bon point pour un documentaire, surtout sur une légende comme Ennio Morricone. En plus on apprend vraiment des choses, et pas des moindres d'ailleurs, donc je vous invite vraiment à le découvrir, et il n'y a nul doute que vous passerez un très bon moment. Donc je vous dis à la semaine prochaine, ciao!